Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Une démocratie de toutes les contradictions. Pour quelle gouvernance au Mali est notre thème de ce soir dans votre émission politique Le Débat. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Nous partons pour une heure d'échange avec nos invités qui sont Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Notre deuxième invité est Monsieur Ibrahim Ikassa Maïga, secrétaire adjoint chargé de la justice et des institutions de l'URD, Union pour la République et la démocratie. Monsieur Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est tout un plaisir. Merci beaucoup. Notre troisième invité est Monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Et notre quatrième invité est Monsieur Baba Nadjo, secrétaire à l'organisation adjoint de la section commune 5 de l'ADEMA, Alliance pour la démocratie au Mali, en commune 5. Monsieur Nadjo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Kamara, j'avais oublié de vous saluer. Bonsoir à vous. Je vous en prie. Merci d'être là avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bokoum, la première contradiction dont nous allons parler ce soir, c'est la problématique de la laïcité. On dit que la République est laïque au Mali. Notre République est laïque. Par contre, nous constatons une grande immixtion du religieux dans le champ politique. Quelles sont, selon vous, les causes de cette immixtion du religieux dans la politique au Mali? Merci Robert. C'est vrai que c'est une république laïque, comme l'a voulu les Maliens, bien entendu. Et on sait que tout au long de l'histoire, il y a eu toujours une cohabitation difficile entre les différentes composantes de la nation, au-delà du Mali, mais à travers le monde, toute communauté humaine se réunit sur un territoire, basé sur une langue, sur la répartition de la richesse, et tout ceci s'organise autour d'un chef ou un pays. Et donc pour l'organisation de l'État ou des pouvoirs et tout, donc pendant l'histoire, je l'avais dit tout à l'heure qu'il y a eu une cohabitation extrêmement difficile quand il s'agissait de la gouvernance des religieux ou des marchands ou de l'armée. Et donc ce sont à peu près ces trois formes de groupements qui ont toujours tenu le monde. Et donc aujourd'hui, en fonction de ce que nous avons vécu dans le passé, de toutes ces difficultés, depuis le christianisme battait son plein, il y avait les croisades, il y avait énormément de difficultés pour pouvoir protéger ceux qui n'étaient pas dans ce cadre religieux ou qui avaient d'autres confessions. Et c'est de là qu'est sortie cette philosophie qui consiste à aller vers une laïcité, et qui a comme définition tout court de pouvoir respecter toutes les croyances religieuses et les laisser exercer les religions librement sans que cela soit dans le cadre d'une théocratie religieuse qui va imposer aux autres leur choix ou tout simplement leur dicter leur mode de conduite. Et donc au Mali, nous avons opté pour cela, ça fait quand même depuis 1960. Mais pendant l'exercice des mandats des différents régimes de 92 à nos jours, et l'ADEMA y compris, et on a assisté progressivement à l'arrivée des religieux dans l'espace politique. En fait, l'arrivée des religieux dans l'espace politique n'est pas quelque chose de mal en soi, mais c'est l'exercice du pouvoir par les religieux qui pose un problème. Et donc au Mali, on a vu que qu'est-ce qui a provoqué cela? Il y a beaucoup de facteurs. Vous avez d'une part le retrait progressif de l'État au niveau de la gestion du pays, sa très mauvaise gestion, sa gestion des mœurs qui sont aujourd'hui devenues un véritable problème, son absence dans la rue et la désintégration de notre tissu social, de nos modes de vie, de nos croyances, de nos valeurs, aujourd'hui a donné un prétexte aux religieux de pouvoir revenir sur la scène politique pour pouvoir se proposer comme étant non pas des acteurs mais des alternatives à la démocratie ou aux politiques. Et donc ce problème aujourd'hui qui s'oppose à nous tous nous interpelle fortement et nous savons également que ce sont les hommes politiques les premiers qui sont partis les chercher dans les mosquées. On assiste jusqu'à présent des gens qui vont au nom de la République
se retrouver dans les mosquées, qui vont se retrouver au lieu je sais pas, des regroupements qui vont dans le sens de la religion ou tout simplement de l'exercice de la religion. Et donc, on sait très bien que l'État, dans ce qui a été dit dans la Constitution, qu'en aucune façon, l'État ne doit se soumettre à une confession religieuse que ce soit. Et donc, il doit par contre respecter la liberté de croyance et de religion, mais en aucune façon, elle ne doit se soumettre. Donc, l'absence de l'État et la dégradation progressive de nos valeurs qui a été actée par ceux qui ont gouverné ce pays a permis aujourd'hui aux religieux de monter sur la scène. Et donc, il est tout à fait normal que le problème soit débattu pour qu'on remette chacun sur le chemin doit être le leur. D'accord. Merci à M. Bokoum, M. Maïga. M. Bokoum nous parle du retrait progressif de l'État, de la mauvaise gestion de nos mœurs, de la désintégration du tissu social, de la perte de nos valeurs et du fait que ce sont les hommes politiques qui sont d'abord allés chercher les religieux. En plus de toutes ces causes évoquées par M. Bokoum, est-ce que vous avez d'autres raisons qui expliqueraient l'immixtion du religieux dans le champ politique? Merci bien, Aubert, et merci à Bokoum pour avoir véritablement touché du doigt justement les paramètres fondamentaux qui font que nous remettons sans dire en cause notre laïcité qui se trouve dans notre loi fondamentale. Mais d'ores déjà, n'oublions pas que nous sommes tous fondamentalement religieux. Nous avons des croyances, nous avons la foi, nous vivons notre religion. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie et les juristes disent que c'est la coutume des partis, la coutume des citoyens, à défaut d'être justement le droit. En tant que tel, un droit islamique, un droit religieux quelconque. Nous sommes d'accord? Mais c'est notre mode de vie. Ces religieux, ils ne viennent pas ex nihilo. Ils font partie de ce... Je pense qu'on parle des leaders religieux. Sinon, nous sommes à presque 100% fondés sur la croyance, sur des croyances quelconques. Donc, c'est clair et net. Donc, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose dont nous avons peur. La laïcité signifie simplement que l'institution religieuse doit être séparée du pouvoir politique. C'est clair. Nous sommes d'accord? Et c'est cela que nous vivons. Sinon, l'État fonctionne sur des fondements et des valeurs religieuses. Il faut que ça soit clair aussi. Parce que les naissances, les mariages, l'état civil, les décès, les partages de successions, ça se fait sur la base des règles religieuses, qu'on ne le veut pas, donc ça régule notre vie, c'est un mode de vie. Maintenant, là où il faudrait avoir, c'est quand le substrat religieux sert de fondement à un exercice du pouvoir. Là, il faut craindre quelque chose, puisque ça crée un distinguo entre les citoyens. Et nous savons que notre arsenal juridique, la Constitution, comme toutes les lois, sont conçues de sorte que cela ne soit pas. Maintenant, les religieux, nous les consultons. Et l'État les utilise, s'en sert, souvent de façon abusive, mais souvent de façon normale, puisque pour vulgariser la lutte contre l'excision, on se sert des religieux, puisque c'est des leaders d'opinion. Ils ont un aura, ils ont des adeptes, c'est excessif, mais ils ont quand même ceux qui pratiquent la religion, qui les écoutent, qui les suivent, et qui suivent ces préceptes, parce que je dis, c'est leur mode de vie. Alors, mais nous les utilisons pour la lutte contre le sida, mais nous sommes allés aussi chercher des conseils de vote. Nous l'avons vu, Babarou l'a dit, le summum a été vu en 2013, nous sommes d'accord, où nous, en tant qu'URD, nous avons décrié cela, nous avons dit, attention, c'est dangereux. Okay. Mais d'ores déjà, il faut aussi, parce que c'est dangereux à cause de l'amalgame que cela pourra créer. Okay. Entre la chose religieuse, la chose spirituelle et ce qui est purement matériel, nous sommes d'accord, c'est-à-dire vulgaire, entre guillemets, c'est scientifique. Maintenant, je voudrais juste pointer ce... Oui. C'est que cela est
parce que simplement, en parlant des consignes de vote, c'est qu'il y a une vacuité, il y a un vide qui a été créé. Ok? Peut-être les partis politiques, mais aussi la société civile dans toutes ses composantes, les associations, les autres organisations, qui ont laissé un vide que justement ces leaders religieux, qui sont aussi des citoyens, qui ont le droit de vote, qui ont le droit de donner des consignes de vote, qui libre à celui qui les écoute de suivre ces consignes de vote ou pas. Parce qu'il y a ça aussi, il y a la liberté. Maintenant, c'est aussi des gens qui comme se vident parce que c'est des intellectuels, de plus en plus. Ils connaissent la philosophie, ils connaissent la politique, ils l'étudient comme tout autre. Nous sommes d'accord? Donc ils ont un droit d'occuper aussi ce champ. Sauf que la limite constitutionnelle, c'est que c'est la laïcité. On ne peut pas se prélever des procès religieux pour vouloir gouverner notre République. Donc c'est cela, nous avons décrié, mais aujourd'hui à l'URD, nous avons proposé d'encadrer cela. Nous avons fait des propositions de réforme politique institutionnelle en disant que des conseils nationaux dédiés aux religieux, aux femmes, aux jeunes, aux leaders, aux notabilités traditionnelles et aux personnes vivant avec handicap de s'insérer dans la vie institutionnelle. On va tout de suite parler, après ce premier tour de plateau, on va tout de suite parler justement de ce qu'il faut faire pour davantage faire comprendre cette notion et de faire en sorte que, alors, la politique puisse se faire à part, la religion à part. Si c'est de cela qu'on parle en parlant autant que ce n'est pas antinomique à mon sens. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Il faut juste un dosage intelligent de ce qui doit être notre mode de vie. Et justement, on en parlera. On parlera tout de suite de ce dosage intelligent dont vous parlez. Monsieur Camara, alors, monsieur Ikassa nous disait tout de suite de ne pas avoir peur en fait de cette immixtion, de voir que c'est dangereux, mais c'est à cause de l'amalgame. Mais faut-il avoir peur, ne faut-il pas avoir peur, que ce soit dangereux ou pas? Est-ce qu'il y a des conséquences fâcheuses en fait de cette immixtion du religieux dans le champ politique selon vous? Merci monsieur Dissa. Je suis d'autant plus d'accord avec monsieur Maïga lorsqu'il dit que le religieux est un citoyen. Je pense que chacun de nous ici, autour de cette table, a sa religion. Même si nous n'avons pas les mêmes confessions religieuses, la plupart des citoyens de notre pays sont religieux. Certains sont chrétiens, d'autres sont musulmans, d'autres sont animistes et autres. Donc cela dit, le fait d'être un religieux ne nous enlève pas nos droits de citoyens. Les citoyens, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui vit dans la cité et qui jouit de ses droits civiques. Maintenant, le fait de participer à la vie politique dans la cité est un droit reconnu à chaque citoyen, y compris les religieux. Maintenant, la question qui se pose est véritablement relative au rôle des leaders religieux dans le système démocratique actuel tel que nous la connaissons et tel qu'elle est pratiquée. Nous constatons de plus en plus que certains leaders religieux, sous le couvert de ce leadership, sont en train d'utiliser leur manteau religieux pour rivaliser avec les hommes politiques, les leaders politiques, ou même pour avoir un commerce plus ou moins malhonnête avec, n'est-ce pas, ces hommes politiques-là. C'est ça la question. D'accord. Maintenant, il est clair que le distinguo est à faire entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Le pouvoir temporel s'occupe fondamentalement de quelque chose qu'on pourrait qualifier de profane, hein, alors que le pouvoir religieux, n'est-ce pas, s'occupe de ce qui est sacré. Lorsqu'un religieux prend la parole, alors le peuple, n'est-ce pas, de façon générale, l'homme ordinaire, a l'impression que les discours qu'il tient, quelque part, n'est-ce pas, viennent de Dieu lui-même. Parce que les leaders religieux sont les représentants, n'est-ce pas, de Dieu, les représentants du prophète. Donc, leur parole est censée avoir une sacralité telle qu'on les met au-dessus du discours politique, au-dessus du discours de l'homme ordinaire. Mais lorsque ces gens
descendre dans l'arène politique, où on sait que tous les coups sont permis. Alors ça crée, n'est-ce pas, un amalgame extrêmement dangereux, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés à faire les distinguos entre l'homme politique qui agit, n'est-ce pas, sur le terrain profane, vulgaire, si vous voulez, et l'homme religieux qui est censé agir sur le terrain du sacré, alors, n'est-ce pas, en essayant d'être en adéquation avec les valeurs, les textes, n'est-ce pas, du Coran ou les textes de la Bible. Donc c'est cette confusion-là qui est extrêmement dangereuse. Et en réalité, n'est-ce pas, pour parler des conséquences, les conséquences sont quoi? La conséquence que chacun peut voir tout de suite, c'est que les religieux dans notre société ont toujours été les derniers remparts à chaque fois qu'il y a eu crise tout au long de l'histoire, n'est-ce pas, de notre pays. Dès lors que les religieux prennent la parole, alors chacun s'est ressaisi. Parce qu'on ne voit pas en eux des acteurs partisans, on voit en eux des acteurs neutres qui sont là pour la paix, la concorde et l'intérêt, n'est-ce pas, de l'ensemble des citoyens. D'accord. Mais dès lors qu'on verra que tel religieux, n'est-ce pas, est proche de tel parti politique, ou bien de tel leader politique, ou dès lors que les leaders religieux seront étiquetés comme, n'est-ce pas, des leaders politiques, alors cela, n'est-ce pas, va contribuer à lever ce rempart-là. Et dans les situations de crise que nous connaissons de plus en plus, je crois que ceci est extrêmement à redouter. D'accord, merci Monsieur Camara. Monsieur Nadjo, alors les religieux est considéré comme un rempart, effectivement. Alors en plus de ces conséquences, c'est-à-dire de voir l'immixtion trop poussée, trop développée, excessive finalement du religieux dans le champ politique, alors quelles autres conséquences vous voyez dans cette immixtion-là? Merci beaucoup. Je pense que d'abord, il faudra appeler le chat par le chat. Et nous sommes en train de dire religieux, mais il faudra dire tout simplement que les musulmans. Parce que nous sommes dans un pays à 80-90% musulmans et nous avons, depuis le grand fait de l'année 2013, assisté à beaucoup plus de présence des marabouts dans le champ politique. Donc, n'ayons pas peur de le dire. C'est eux. Nous le sommes tous des musulmans, comme il a si bien dit, et nous pratiquons notre foi dans la liberté. Donc, le Mali est un pays laïque. L'égalité au Mali, elle est reconnue, et je pense que ça se passe très bien. Et la séparation des pouvoirs existe au Mali. Et c'est les trois principes sur lesquels repose la laïcité. Même si, il faut se dire la vérité, et même en France et autres, il faudra encore chaque jour entendre ce qui se passe concernant la laïcité en France. Mais le gros problème, parce qu'il ne s'agit pas des conséquences, mais pourquoi les gens partent chercher les marabouts? Et selon vous, pourquoi? C'est parce que la politique ne mobilise plus. Mais eux, ils peuvent mobiliser. Tu pars voir un marabout qui a 10 000, 15 000, 25 000 adeptes, il dit c'est un tel, c'est comme ça. Les politiciens ont du mal à remplir le stade du 26 mars. Hein? Ils le font, eux, les marabouts, tous les jours. Donc c'est la raison pour laquelle on parle les chercher. C'est devenu un électorat potentiel. Et ce n'est pas à négliger du tout. Et c'est pourquoi les gens partent les chercher. C'est la raison principale. Et nous sommes en train aussi d'assister à une politisation de la foi. La foi même de l'homme est en train d'être politisée. Et l'islam politique aujourd'hui est une réalité avec laquelle il faut compter dans les jours, les mois et les années à venir. Obligatoirement. Maintenant, le chef religieux, qu'il soit de n'importe quel bord, est un rempart. Il est citoyen malien, il vote, comme vous et moi. C'est normal parce que la Constitution l'autorise. Ce n'est pas interdit. Il vote pour un candidat, c'est logique et normal.
ce qui s'est passé au Mali, ou ce qui est en train même de se passer, c'est là le gros du problème. Lorsqu'on assiste à des leaders religieux qui veulent intervenir dans des nominations, des postes de Premier ministre, des postes de ceci et cela, c'est là le problème. Ce n'est pas son rôle. Parce que l'État, elle est laïque. La politique ne l'est pas. Parce que nous sommes tous des politiciens, nous sommes aussi des musulmans et des catholiques et consorts. Mais l'État, la République du Mali est laïque. Aucune confession religieuse ne doit intervenir pour quoi que ce soit. Monsieur le marabout, tu as contribué à m'élire, ok. Mais ça s'arrête là. Tu n'es pas seul, c'est tous les Maliens qui ont voté pour moi. Mais tu ne viendras pas me dicter. Mais justement, M. Nadjo, cela est un sérieux problème. Absolument. Comment je peux vous faire élire et ne pas vous dire ce que je veux? C'est pas ce que les politiciens nous ont appris. Tu n'es pas seul. L'électorat d'un candidat, c'est tout le monde. Imaginez-vous que chacun d'entre nous aille voir que monsieur le président voté pour toi, donc mon nom, monsieur inter comme premier ministre ou inter comme autre chose. C'est impossible. On vote par choix et par conviction. C'est ta voix. Tu l'as donnée à quelqu'un. D'accord. Mais est-ce que pour autant, on doit faire de la République du Mali tout ce que toi tu veux? Non. D'accord, merci M. Nadjo. M. Maïga, vous aviez parlé d'amalgame et vous aviez parlé de dosage intelligent. Effectivement, apparemment, il y a amalgame. Pratiquement, chacun a parlé d'amalgame. Effectivement, donc, nous avons vraiment besoin d'un dosage intelligent. Alors, que serait-il ce dosage intelligent? Ce dosage, je l'ai abordé par la fin en disant que, en fait, vous savez, en me joignant juste au dernier propos de M. Nadjo, les religieux, ils ont tendance à demander des comptes aux politiques. Okay? Demander des comptes aux politiques en tant que citoyen, je pense que ça ne sort pas de l'ordinaire. Nous sommes d'accord? Nous ne sommes pas d'accord avec telle pratique. Nous sommes d'accord? En tant que citoyen, dans notre pays, je prends tout de suite au vol la tentative d'introduction de l'éducation sexuelle complète au Mali. Je pense que c'est des leaders religieux qui ont levé le lièvre. Et nous tous, en tant que chefs de famille, parents d'élèves, nous étions tout heureux de savoir qu'il y avait une telle politique subreptice qui était latente là et qui voulait... Voilà, mais en tant que citoyen. Oui, mais en tant que politique aussi, pas que seulement en tant que chef de famille, M. Maïga. En tant que politique aussi, vous êtes joint à ce mouvement en tant que politique. Mais bien sûr, parce que nous l'aurions constaté nous-mêmes, justement, on aurait entamé cette lutte en tant qu'homme politique. On l'aurait fait en tant que mouvement politique. Nous sommes d'accord, on l'aurait fait. Maintenant, le dosage intelligent, c'est quoi? C'est justement l'encadrement institutionnel de tous ces mouvements. Nous sommes d'accord? Et vous avez vu, les luttes politiques, ce n'est pas les seules luttes. Au Sénégal, il y en a marre à conduire. C'est des jeunes activistes, artistes et autres, ils ont conduit des actions politiques. Balai citoyen au Burkina l'a fait. Ante Abana avait un fonds société civile, jeunes activistes et autres auxquels des partis politiques se sont joints pour faire cette lutte-là. Politique, à outrance, mais citoyenne avant tout. Donc, c'est cela. J'ai dit, alors, le dosage intelligent que nous souhaitons à l'URD, c'est par exemple de créer un conseil national des leaders religieux. D'accord? Un conseil national des notabilités et des chefferies traditionnelles. Ils ont une certaine ascendance. La chefferie traditionnelle de la ville de Bamako, elle a son mot à dire dans les grandes questions de la nation. Donc il faut juste les encadrer, créer un conseil national des notabilités et chefs religieux traditionnels aussi, comme pour les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les insérer dans les cadres de discussion des politiques de la nation et de décision pour qu'ils soient impliqués dès l'abord, qu'ils donnent leur point de vue, que, par exemple, aujourd'hui, dans notre code de la famille, il y a la polygamie. Mais notre code de famille, la majeure partie des dispositions est d'obédience française. Mais la polygamie vient d'où? Mais on l'a emprunté à la religion musulmane.
Vous voyez, et c'est devenu un mode de vie juridique. On a emprunté la polygamie à la religion musulmane, monsieur? Non, je viens à la religion musulmane. De la manière dont c'est régenté, c'est réglementé, c'est des préceptes de la religion musulmane. C'est vrai que notre mode de vie traditionnel avant l'islam, mais nous, avant l'islam, ça date de quand pour nous, en tant que Maliens, en tant qu'empire du Ghana, du Mali, du Songo et autres. Nous avons eu la Dina du Massina, avec l'empire du Massina. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes d'accord, nous sommes d'essence islamique. L'islam s'est introduit chez nous depuis fort longtemps, depuis 9e siècle, 8e siècle, si les historiens peuvent me corriger. Donc, j'ai dit, ça fait partie de notre mode de vie. C'est vrai que ça s'est étendu progressivement jusqu'au confin, mais d'ores déjà, nos modes de vie peuvent être introduits dans l'arsenal juridique et républicain et réguler notre vie sans que cela prenne l'ascendant sur la chose politique, sur le pouvoir politique. C'est ça le savant dosage. Que les religieux, les traditionalistes et autres forces vives de la nation puissent être écoutés sur les questions de la nation, comprennent leur avis et pour que au finish on ait un instrument de régulation de la vie en société qui met tout le monde d'accord. Et c'est cela qui est recherché. Merci, M. Maïga. M. Bokoum, toujours, et vous serez la dernière personne à vous exprimer sur la problématique de la laïcité dans ces débats-là. Et ces savants dosages, est-ce que vous avez une autre recette différente de celle de M. Maïga? Bon, c'est toujours le problème du Mali, c'est qu'on veut déplacer les problèmes. Déplacer pour essayer de gagner du temps. Il n'y a pas de dose, le dosage est fait. Il y a un dosage qui est fait de tous les temps. Il y a toujours eu un dosage entre la religion et l'État. Ils ont été organisés en conseil islamique. Avant, c'était AMEPI, c'est conseil islamique. Ils ont le droit de créer des associations. Mais la loi est très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté à faire là-dessus. Et cette histoire doit être tranchée. Soit ils prennent le pouvoir ou ils restent où ils doivent rester. C'est aussi simple que ça. On n'a pas à tenir des discours comme ça dans un pays où tu as une grande majorité d'une minorité qui est vraiment visible. Vous avez des chrétiens, vous avez près de 9% de la population qui est animiste. Et donc, vous ne pouvez pas tenir un tel débat, une telle position avec une telle ambiguïté dans un pays qui est multiculturel et qui a quand même traversé le temps avec sa culture et toutes ses variétés et a vécu en paix. Et aujourd'hui, s'il y a un problème, ce n'est pas le religieux directement le problème. C'est la gestion calamiteuse de l'État. C'est ceux qui ont gouverné ce pays de 92 à maintenant qui ont abandonné progressivement la gestion de l'État. Et ce n'est pas un problème de dire tout simplement non, il faut un réglage. On ne va pas rentrer dans les réglages. On va être très clair et il faut qu'il y ait de la transparence et puis de la rupture sur ce plan. Que si le religieux veut le pouvoir, qu'il le réclame. Et si le peuple malien le dit, qu'ils ont droit au pouvoir, eh bien qu'on leur le donne. Mais on ne peut pas jouer à ce petit jeu de cache-cache que ceux qui tiennent les partis politiques, moi je le dis à l'URD, on a vu que la fois dernière il y avait une polémique sur l'argent que Gassama avait été donné à Haïdara pour solliciter ses voix et tant d'autres. On a vu à tous les niveaux d'autres qui partent voir le shérif pour demander à ce qu'on puisse voter pour eux. Et donc quand vous rentrez dans cela, vous ne pouvez pas ne pas accepter ce devoir de redevabilité envers celui qui vous a mis au pouvoir. Donc on sait aussi que pendant des décennies, ce sont ces religieux qui ont porté ces hommes d'État au pouvoir, ces différents partis politiques au pouvoir. Vous avez l'ADEMA, et aujourd'hui, vous dites qu'il va falloir faire avec eux. Non, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que vous qui avez commencé la transition démocratique au Mali, et tous ces dérivés qui sont sortis de l'entraille de l'ADEMA sont aujourd'hui ceux qui gèrent le pays, ceux qui ont toujours géré, que ce soit de la majorité ou du chef de file de l'opposition, qui ont créé une façon de bipartisme au Mali en violation flagrante de notre constitution. Et aujourd'hui, c'est vous qui détenez les affaires de l'État. Ils ont la puissance de l'État, ils ont la justice, ils ont l'école. Et ils sont dans l'incapacité de remplir un stade du 26 mars. Si les gens sont dans l'incapacité de remplir le stade du 26 mars, c'est parce qu'ils n'ont pas su réinventer l'avenir. C'est parce qu'ils ont été incapables d'offrir aux Maliens ce dont les gens ont besoin. C'est pourquoi, en 91, on est sorti pour mettre sur place
un régime démocratique qui pouvait donner une école, une justice et une meilleure santé aux Maliens. Et si cela a échoué, comment trancher, pour trancher cela, aujourd'hui, il faut tout simplement refaire l'État et enlever ces systèmes de partis politiques et qui tiennent l'État en otage depuis des années sans qu'il n'apporte grand-chose dans le quotidien des Maliens. Et ce changement-là, c'est cette rupture qui va remettre les religieux à leur place, qui vont rester en tant qu'une structure destinée à Dieu, qui prêche et qui donne des conseils aux hommes politiques. Mais la gestion et la gouvernance revient aux politiques et cela est un droit et nous nous sommes battus pour l'arracher. Celui qui veut nous l'enlever, il va falloir qu'il se batte pour l'arracher. D'accord, merci monsieur Bokoum. Monsieur Nadio, vous pouvez permettre que ça ne soit quand pas vous aurez la parole, Ok. vous pourrez revenir sur ça rapidement. Monsieur Nadio, une deuxième grande contradiction. Nous sommes quand même dans un pays, dans une démocratie de multipartisme intégral. Au même moment, nous avons un bureau du chef de file de l'opposition. Nous devons partir du principe, par exemple, que nous avons au niveau de l'opposition beaucoup de partis. Est-ce qu'une opposition aussi plurielle que la nôtre, alors, puisse n'avoir qu'un seul porte-parole? Bon, je pense que, avant de revenir à cette question, je vais répondre à... Allez-y. Nous, l'ADEMA, on a certainement du mal à remplir le stade du 26 mars, mais le SADI aura du mal à remplir le studio. Comme réponse. Et que, je le dis et je le maintiens, il va falloir faire avec les religieux. Même pas les religieux parce que tout le monde est religieux, mais il va falloir faire avec les leaders religieux. Falloir faire avec eux, Avec c'est-à-dire eux, parce que rien ne l'interdit. Qu'est-ce qui interdit à un imam de chercher à être maire demain? Qu'est-ce qui interdit à un imam de chercher à être député demain? donc, Parce que les imams, tout simplement, président de la République. oui, rien ne l'interdit. Hein? Moi, je suis enseignant, lui, il est imam. Son travail, c'est d'être imam, moi, c'est d'être enseignant. Et la politique n'est pas une profession. Je ne suis pas, moi, un politicien professionnel. Donc c'est des Maliens comme nous tous. Ce qui se passe, qui n'est pas bien, c'est au sommet de l'État. Vouloir dicter les choses. Si chaque Malien vient dicter, c'est un problème. Et sinon, aujourd'hui, c'est lui qui a le tête de les religieux. Tout comme moi, tout comme tout le monde. Maintenant, le chef de file de l'opposition. Voilà. Peut-il parler Peut-il parler au nom de toute l'opposition? Non. Parce que l'opposition, il y en a beaucoup d'opposition. Et il y a l'opposition parlementaire. Il y a aussi l'opposition tout court, qui ne sont ni dans le Parlement, qui n'ont même pas souvent des députés, et même pas des maires. Donc il y a beaucoup d'opposition. Mais malheureusement, c'est devenu aujourd'hui en Afrique une fantaisie de vouloir créer un chef à tout. Et dans les remarques, c'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons où nous rencontrons ce système de chefs de file de l'opposition, et notamment dans les pays de Commonwealth. Et malheureusement, en Afrique, c'est arrivé et chaque pays est en train d'en faire. Mais est-ce que chez nous, ça marche comme il se doit? Ça marche comme il se doit. Nous sommes certainement à l'ère du bilan. Parce que son premier mandat est en train de terminer. Il faudra certainement tirer la conclusion pour savoir est-ce que ça a marché ou pas. Son mandat doit finir quand? Finir avec le mandat des députés. Des députés. Alors, avec la prorogation, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger aussi sur le mandat? Absolument. de On doit ce s'interroger, est-ce que aujourd'hui, on doit garder ou pas? Et aujourd'hui, c'est un problème. Au Tchad, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au même problème. Parce que celui qui était chef de file de l'opposition a perdu un député et du coup, il n'y a plus de majorité dans l'opposition. Justement, quelqu'un d'autre est arrivé. Justement, c'est la question que je voudrais poser à M. Camara. Dans un pays quand même de grande versatilité politique et où les mouvances peuvent changer à tout moment, est-ce que nous avons bien fait d'avoir un tel bureau, alors représentant toute l'opposition?
Bon, merci M. Dissa. En fait, est-ce qu'on a bien ou mal fait? Ça, c'est un jugement de valeur. Mais le fait est que le bureau du chef de file de l'opposition, maintenant, alors, est-ce que ce bureau peut porter la parole de toute l'opposition? Il est clair que l'opposition, elle est plurielle. Les partis politiques de l'opposition n'ont pas tous la même philosophie politique, n'ont pas tous les mêmes orientations politiques, n'ont pas tous, n'est-ce pas, les mêmes modèles de vision, de conception, même de gouvernance. Donc cette diversité au sein de l'opposition, cette pluralité alors des opinions, des visions, des modèles de gouvernance, rend très complexe le travail du chef de file de l'opposition. Et dans une dynamique comme celle-là, vous conviendrez avec moi que nécessairement, n'est-ce pas, dans les décisions qui seront prises ou alors dans les orientations que vont prendre le bureau du chef de file de l'opposition, certains partis politiques de l'opposition peuvent se sentir lésés. Certains partis peuvent se sentir lésés. Mais il revient à ce bureau de créer les conditions, premièrement, d'une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques au sein de l'opposition. Deuxièmement, alors, de créer les conditions, n'est-ce pas, d'un travail de synthèse qui prendrait en compte, à défaut de la totalité, n'est-ce pas, des positions ou des déshydratats, mais en tout cas, alors, l'essentiel, n'est-ce pas, des positions qui représenteraient, alors, la vision de l'opposition. Et troisièmement, de créer les conditions, n'est-ce pas, d'une transparence de la gestion de ce bureau de l'opposition, de telle manière que chaque parti politique de l'opposition puisse se sentir concerné par le travail qui s'effectue dans ce bureau. Mais est-ce que ce travail-là est fait, selon vous? Bon, moi, je ne voudrais pas honnêtement faire le procès du bureau. Pas forcément le procès, mais peut-être un bilan à votre niveau. Voilà, mais moi, très honnêtement, je pense que ce bilan-là, c'est difficile de le faire tout de suite. C'est difficile de le faire tout de suite parce que je n'ai pas tous n'est-ce pas, les éléments pour pouvoir me prononcer véritablement sur cette question. Mais il est clair que, n'est-ce pas, à entendre ce que certains partis politiques de l'opposition ont eu à déclarer par-ci par-là à travers la presse, on ne peut s'en tenir qu'à cela parce que nous n'avons pas les moyens de faire un audit, n'est-ce pas, du bureau du chef de file de l'opposition pour pouvoir nous prononcer de manière objective, scientifique, sur ce qui s'y passe. Donc, on comprend quand même qu'il y a des frustrations. Il y a certains partis, n'est-ce pas, alors politiques qui se sentent frustrés par rapport, n'est-ce pas, à la façon dont alors ce bureau est géré. Mais ça, très honnêtement, je pense que si nous voulons un avis scientifique, il faut véritablement, éventuellement, n'est-ce pas, faire un audit de ce bureau ou en tout cas avoir un rapport, n'est-ce pas, qui puisse nous permettre d'avoir des éléments objectifs d'appréciation pour nous prononcer sur cette question. D'accord. Maintenant, si vous le permettez... Allez-y rapidement. Voilà, très rapidement. Je voulais revenir un peu en arrière par rapport au simple fait que les hommes politiques, au fond, sont à la base de la confusion qui existe, n'est-ce pas, avec les leaders religieux. Parce que dans la société malienne, telle qu'elle est conçue, peut-être qu'il faut formaliser, n'est-ce pas, comme M. Ikassa l'a dit, il y a besoin de formaliser, mais notre société, de tout temps, a créé les conditions, n'est-ce pas, d'implication, d'écoute de nos chefferies traditionnelles, de nos leaders religieux, de nos hommes de caste, ainsi de suite. Donc ça a toujours existé. Donc, mais peut-être qu'il va falloir formaliser. Mais vous savez que souvent la formalisation là a aussi créé, n'est-ce pas, des problèmes. Donc je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de détails. Si vous prenez aujourd'hui les récotrades, n'est-ce pas, à entendre, n'est-ce pas, certains propos, alors vous conviendrez avec moi que la formalisation, n'est-ce pas, ne prend pas toujours en compte,
alors les attentes, n'est-ce pas, de l'ensemble de cette communauté. D'accord. Merci. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci Monsieur Camara, Monsieur Maïga. Est-ce que le chef de file de l'opposition peut toujours parler au nom de toute l'opposition? Merci pour cette question. Et elle est centrale et dans la vie démocratique du Mali, et ce depuis 2013. Depuis un certain mois d'août 2013, je pense que notre démocratie a pris un tournant. Mais juste sans véritablement vouloir polémiquer sur les propos de Babarou Bokoum à propos des religieux et de la gestion de l'État de 91 ans aujourd'hui, notre démocratie a vécu, parce que c'est l'âge de notre démocratie malienne. Okay? C'est cela. Et notre démocratie, elle est jeune. Okay, il y a des crises de démocratie, mais notre État a chancelé, a tangué, mais nous sommes encore là. Nous sommes d'accord? Je pense qu'il y a des États qui ont été à des degrés pires que ceux que nous vivons aujourd'hui, mais qui se sont retrouvés et qui ont fait un dépassement de soi, qui ont pu se reconstruire. Mais par rapport aux religieux, il n'est interdit à personne, Baba l'a dit, de se présenter à un scrutin quelconque. Nous sommes d'accord? Sauf à respecter les règles républicaines de la laïcité. Constituer un parti politique non religieux, bien sûr, et briguer des scrutins, briguer des mandats, c'est permis. Nous sommes d'accord? Sauf que chaque fois que le religieux a voulu s'imposer dans nos États, à forme républicaine, voyez un peu ce qui s'est passé en Algérie avec le fils, qui avait littéralement gagné parce que le fils a surfé sur justement les ressentis, les rejets de l'État, du pouvoir de Chadli Bendjedid à l'époque, et donc a littéralement gagné les scrutins. Mais il y a eu un retour de manivelle. C'est ce qui s'est passé avec les frères musulmans en Égypte. On a ressenti la même chose au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, où il y a eu justement des relents de prise de pouvoir par des religieux, nous sommes d'accord, mais finalement, la société a littéralement accepté, entre guillemets, de les dégommer. Nous sommes d'accord? Mais cela, et je pense que nous sommes tous des religieux, nous voulons tous aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir tout de suite. En fait, nous sommes dans ce ordre-là, nous sommes humains, et nous sommes dans ce ordre-là. Donc je fais économie d'autres commentaires sur ce qui a été. Maintenant, par rapport au chef de file de l'opposition, je l'ai dit, nous n'avons jamais connu une démocratie aussi vivante que celle du Mali depuis 2013, avec une opposition responsable, démocratique, mais alerte, critique à tout point de vue. Par rapport à l'opposition, le statut de l'opposition existe depuis 2000, par une loi de juillet 2000. Il a juste été relu en 2015 pour introduire un statut du chef de file de l'opposition, qui n'est pas le chef de l'opposition, il faut comprendre. C'est le chef et porte-parole de l'opposition. Maintenant, nous sommes dans un cadre démocratique où la liberté d'opinion, la liberté de choix, d'attitude et d'obédience, il y a une opposition plurielle. Nous avons une opposition plurielle, nous avons parlementaire, extra-parlementaire. Il y a des groupes parlementaires de l'opposition, mais qui sont divers, distincts. Ça existe, mais c'est notre démocratie qui le permet, c'est la liberté qui le permet. Maintenant, un porte-parole pourrait la loi de 2015 a défini les critères pour le choix du porte-parole de l'opposition. C'est le parti qui a le plus grand nombre de députés élus au dernier scrutin législatif et à défaut qui a le plus grand nombre d'élus municipaux, qui devient le chef de file de l'opposition. Et ce parti choisit un de ses militants pour le porter au poste de chef de file de l'opposition, qui n'est qu'un porte-parole. Maintenant, les autres franges de l'opposition ne sont pas obligés de le suivre. Mais à des moments cruciaux, tout le monde était ensemble au sortir de l'élection présidentielle de 2018, mais toute l'opposition a fait bloc derrière justement le chef de file, qui était le challenger, et on conduit des marches, des meetings ensemble. Toutes les parties prenantes de l'opposition
étaient là ensemble à des meetings, à des marches. En fait, M. Maïga, J'ai un député, en fait, Sadi, qui a été violenté parce que le chef de file de l'opposition, autour duquel l'ensemble de l'opposition s'est activé, et d'autres forces aussi, vivent de la nation, société civile et autres, se sont mises derrière et ils ont fait un combat. J'ai dit, à des moments cruciaux, ça s'est passé. Maintenant, après, les gens ont des obédiences. Ouais, mais justement, vu que les gens ont des obédiences, vous avez dit tout de suite quelque chose, c'est très important. Oui. Le public veut vraiment comprendre ce point-là, M. Maïga. Vu que vous êtes du même parti que le chef de file de l'opposition, ce serait vraiment bien que vous éclairez notre lanterne. En fait, c'est vrai, vous l'avez dit tout de suite, les autres ne sont libres de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais lui, en tant que chef de file de l'opposition, n'est-il pas obligé, comme par exemple le disait tout de suite M. Camara, d'avoir quand même toutes les positions et de faire une synthèse, de faire une déclaration, de faire un propos, mais vraiment qui représenterait toute l'opposition. Mais je pense que cela a été autant que faire se peut. Cela a été de temps. Non, permettez-moi quand même de dire l'intervention très vivifiante de l'opposition depuis que l'URD justement a pris le chef de fila. Aucun dossier important, aucune question de la vie nationale n'a été passée sous silence, à travers des meetings, des interviews, des communiqués et tout ce qui a pu être. Et nous avons porté la voix nous avons été le porteur de la voix des sans-voix. Et toute la nation s'est sentie concernée par par le message que le chef de file de l'opposition et l'opposition entière a porté. Et je pense de la belle manière, de façon démocratique. Et je dis, c'est la toute première fois que l'opposition a été conduite de cette façon, de la façon la plus organisée. Et je pense qu'on a tellement d'exemples, nous sommes d'accord, depuis la première législature même, la première année de l'élection du régime IBK. Je pense qu'il y a eu des motions de censure. Je vois le dossier de l'avion, le dossier des équipements militaires, tout est passé. Et chaque année, il y a eu une communication tous azimuts. D'accord. IBK en 1, IBK en 2, IBK en 3, IBK en 4. Et je pense que ça n'est pas passé sous silence. Excusez-moi, je serai obligé de prendre la parole. Oui, je vais vraiment vous laisser continuer, mais on manque de temps. Il ne nous reste plus que 11 minutes. Oh. Il ne nous reste plus que 11 minutes. Donc nous allons devoir aller très très vite parce qu'il y a une grande contradiction encore. Et j'aimerais vraiment qu'on ait le temps d'en parler. Yes. Monsieur Bokoum, par rapport au bureau du chef de file de l'opposition, bref, que pensez-vous de ce bureau par rapport à son rôle d'ancrage de la démocratie chez nous? Tout d'abord, le député de Sadi n'a pas été violenté lors des marches de Soumaïla. C'était une marche convoquée par la COFOP. Donc ce n'était pas les mêmes époques. Ça, c'est une clarification qu'il faut faire. Et maintenant, la question, c'est quoi? Le chef de file de l'opposition, c'est une arnaque. C'est une arnaque à la démocratie malienne. Et vous savez très bien que l'URD et l'ADEMA d'abord n'a jamais été à l'opposition au Mali de la création de la démocratie à nos jours. Donc, elle ne sait pas ce que c'est qu'une opposition. L'URD ne connaissait pas. Et donc, maintenant, après l'arrivée d'Ibrahim Bokar, le président Ibrahim Bokar qui était au pouvoir, et l'URD était dans l'obligation de se retrouver dans l'opposition. Donc il fallait leur donner quelque chose qui puisse les permettre de pouvoir survivre. Parce que ce n'est pas facile d'être dans l'opposition. Et nous, au Sadi, nous savons ce que c'est qu'une opposition. Nous avons traversé des tempêtes, des violences. Et nous avons traversé des périodes extrêmement difficiles dans l'opposition. Nous sommes rodés là-dedans. Et nous savons vivre. Même en difficulté, nous avons la capacité de vivre parce que nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Et donc on a créé le statut du chef de file de l'opposition. Il a bien fait de le rappeler, c'est le modèle anglo-saxon. Et le modèle anglo-saxon est basé sur un régime parlementaire. Un régime parlementaire qui fait que vous avez une majorité au niveau de l'Assemblée nationale qui nomme un Premier ministre. Et donc, en contrepartie, on nomme un chef de file de l'opposition qui est une façon de se substituer au Premier ministre en cas de renversement du gouvernement. Et donc, on a pris ce modèle anglo-saxon, régime parlementaire, pour essayer de l'adapter à un régime présidentiel français qui n'a aucune... C'est-à-dire que sur le plan démocratique, il y a une violation totale de nos valeurs
constitutionnelle dont l'article 2 dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des discriminations sur le plan politique, religieux ou peu importe, et même des opinions. Et la création du chef de file de l'opposition est comme on appelle, c'est une violation non seulement de la Constitution, mais c'est une discrimination envers les autres partis. Une discrimination envers le parti Sadi, une discrimination envers ADP Maliba, envers Modibo Sidibé. C'est pourquoi dans toutes ces rencontres, vous n'avez jamais vu, quand le chef de file de l'opposition convoque, vous ne verrez pas Modibo Sidibé, vous ne verrez pas Sadi, et vous ne voulez pas les autres partis. Et pourtant, la démocratie qui a été imposée au Mali par le peuple malien, elle se veut intégrale. Intégrale, ça veut dire quoi? On avait débattu la fois dernière. Il s'agit de laisser beaucoup de partis s'exprimer et d'aller proposer leurs projets et leur idéologie au peuple, qu'ils puissent choisir des côtés. Et en nommant un chef de file de l'opposition, vous faites main basse sur cette partie de la population qui adhère à nous, à nos projets, qui adhère au projet de Modibo Sidibé, de Sadi, de Omar Mariko, etc. Et donc on demande à un libéral, à un parti libéral, l'URD est un parti libéral, il l'assume, de porter la parole d'un parti de gauche comme le Sadi. Comment pouvez-vous, dans cette configuration, dire dans ce cas que les règles démocratiques ont été respectées dans ce pays? C'est parce qu'il y a 500 millions à la clé et on donne des rangs protocolaires au chef de file qui a un rang de Premier ministre, qui a des audiences à l'extérieur quand il y a des visites et c'est toujours le chef de file qui passe. Comment Soumaïla Cissé peut-il porter la parole de Omar Mariko? Même Soumaïla même n'y croit pas. Et donc moi je pense que dans cette situation, il fallait au moins trouver un mécanisme de faire en sorte qu'on puisse s'exprimer sans que ce soit qu'on impose aux autres partis d'être inféodés à l'URD. Et donc nous avons compris tout simplement que c'est un partage de gâteau. L'ADEMA reste toujours dans la majorité. L'RPM qui est sorti de l'entraille de l'ADEMA reste de côté. Et le RPM et l'URD également prend la tête du chef de file de l'opposition. On monopolise la vie politique et on transforme notre démocratie en bipartisme. Bipartisme entre le chef de file et le président de la République. Et je pense que ce n'est pas honnête et ce n'est pas un jeu démocratique pour lequel nous nous sommes battus. Merci, monsieur Bokoum. Monsieur, vous allez vraiment nous permettre d'avoir seulement 2 minutes chacun pour répondre à cette dernière question. Je commence par vous, monsieur Camara. Que pensez-vous des présidences à vie au sein de nos partis politiques? Bon, je dirais que les présidences à vie ne sont pas démocratiques. Parce qu'en réalité, la démocratie, l'une des règles essentielles de la démocratie, c'est l'alternance. Que ce soit au sommet de l'État, mais aussi, n'est-ce pas, à la tête des partis politiques. Lorsqu'un président de parti fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, je pense que ça suffit. Il faut donner la chance à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'apporter son expérience, son expertise, sa compétence à la tête du parti pour en tout cas apporter des idées nouvelles, novatrices, qui permettent au parti de souffler. Mais quand c'est toujours la même personne qui est à la tête du parti, ça crée souvent, n'est-ce pas, cette personne, au bout d'un certain temps, devient un goulot d'étranglement pour le parti. Mais cela se comprend aisément parce que ceux qui veulent être présidents, ceux qui sont présidents des partis, sont en général candidats aux élections présidentielles. Ce n'est pas toujours le cas, mais en général, c'est comme ça. Et la plupart du temps, n'est-ce pas, les présidents de partis ont peur de perdre la tête, le contrôle de l'appareil du parti dès lors qu'ils cesseront, n'est-ce pas, d'être présidents de ces partis-là. Mais je pense candidat alors. Et voilà, ils ont peur, n'est-ce pas, de ne pas être portés candidats à l'élection présidentielle, par exemple, dès lors qu'ils ne seront pas à la tête des partis. Mais je pense que au sein des partis politiques, il doit y avoir cette flexibilité pour permettre à plusieurs cadres, n'est-ce pas, de gérer le parti. Et cela aura l'avantage d'éviter que nos partis soient des partis, n'est-ce pas, pour des individus. Et vous savez qu'aujourd'hui au Mali, la plupart du temps, n'est-ce pas, il y a beaucoup de présidents de partis sont plus connus que le parti lui-même. D'accord, merci. Donc c'est une sorte de personnalisation des partis, ce qui n'est pas souhaitable. Merci, M. Camara. M. Nadjo, votre analyse par rapport à ces présidences à vie au sein de nos partis, de beaucoup de nos partis. De nos partis. Avant ça, je vais répondre. Ah non, d'accord, le temps. D'accord. Voilà. Bon, les présidences à vie, en réalité, nous, la démence, ça ne nous concerne pas beaucoup, parce qu'on a réussi quand même une alternance à la tête du parti, de sa création à aujourd'hui.
Mais cela est dit d'abord à la sortie honorable de la plupart de nos dirigeants qui ont réussi à être présidents de la République, donc sont sortis. La plupart de vos dirigeants qui ont réussi à être présidents de la République, je n'ai pas compris cela. Lorsque tu es chef d'un parti, tu veux être président, tu es élu président pendant 10 ans, qu'est-ce que tu fais en tête de parti? Tu t'en vas, logiquement. Donc lorsqu'un parti arrive à élire son président de la République du Mali, certainement à la fin du mandat ou du deuxième mandat, il va s'éclipser au profit d'autres. Donc on a réussi à donner des sorties honorables à des gens qui sont partis. Mais deuxièmement, il y a aussi la non-mise en question des gens. Lorsque tu es chef d'un parti, ton parti échoue, on doit tirer les conclusions et partir. Et malheureusement, au Mali, on ne verra jamais ça. Personne ne tire la conclusion. Le parti devait faire 50%, on en a fait 10%. C'est ma faute, mais en qu'il passe, je m'en vais. Il n'y a pas ça. On se maintient même si on a 1%. Même si c'est 0%, on reste à la tête du parti, on revient encore dans 5 ans. Donc je pense que c'est des choses aujourd'hui qui posent problème. D'accord, merci M. Nadjo, M. Maïga. Oui. La présidence à vie, quelle analyse en fait? Je pense tout autant que Nadjo, pour l'ADEMA, PACJ, je dis qu'à l'URD, ça ne nous concerne pas aussi puisque nous avons fait de l'alternance. Mais il faut connaître aussi l'histoire de l'URD. L'URD a été créé sur la base d'une frustration, d'un comportement amoral, non éthique au sein de l'ADEMA au sorti de l'élection de 2002 où des pontes de l'ADEMA sont sortis pour réfléchir sur une nouvelle démarche. L'URD a été créé, d'autres partis, une bonne dizaine, se sont fondus au sein de MCCDR, PDR et tout ce qui va avec des grandes pontes aussi. Et au cours de sa vie aussi, d'autres grands partis se sont joints justement à cette mouvance-là. Donc avec des militants, des élus, dont des élus sadis d'ailleurs, qui nous ont des députés, qui nous ont donc tout ce fond-là. Donc l'URD est un parti institutionnalisé, bien organisé, d'accord, qui a sa vision, qui a son projet de société, qui a son hymne, qui a ses statuts et règlements intérieurs, qui tient régulièrement toutes ces instances. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc, il y a eu une alternance en 2014 où un nouveau président a été élu, donc à la personne de Soumaïla, après les 2 mandats de 5 ans. Donc de Younouss Touré. Donc pour nous, cela ne pose pas de problème. Nous sommes impactés. Maintenant, je vois que mon petit frère Babarou est très remonté par rapport à la position très enviable de l'URD, qui est méritée démocratiquement parce que nous sommes... Non, je voudrais simplement dire que nous sommes la deuxième force politique de façon constante depuis fort longtemps. Et je pense que nous couvrons l'ensemble du territoire national. Nous couvrons l'ensemble des Maliens de la diaspora. Nous sommes... Non, je voudrais juste dire... Non, vous avez donné 2 minutes, je pense que ce n'est pas épuisé. C'est fait. Ok. Donc, nous c'est pleinement mérité notre place. Et nous avons notre parti a partagé des plateaux de conférences de presse, avec Oumar Mariko, avec Modibo Sidibé, comme il a dit. Donc ça veut dire que nous avons partagé un langage commun, un discours commun sur des plateaux de conférences de presse, des meetings. Tous ces ponts-là étaient là. Donc ça veut dire, nous avons dit, chacun est libre d'aller dans son sens. C'est ça la liberté démocratique. Mais sur des questions centrales, souvent, nous nous retrouvons. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Merci, M. Maïga. M. Bokoum, vous n'avez plus qu'une seule minute. Je vous en prie. Allez droit au but, s'il vous plaît. Que pensez-vous des présidences à vie au Sénégal? Les présidences à vie, c'est ce qui s'est fait au Mali, mais d'une manière déguisée. Il n'y a pas eu d'alternance au Mali. Il n'y a pas eu d'alternance. C'est l'ADEMA qui a inauguré l'espace démocratique au Mali. Et le RPM est sorti de l'ADEMA, le chef de file de l'opposition est sorti de l'ADEMA, c'est le même groupe, c'est les mêmes amis qui continuent de gouverner ce pays pendant plus de 2 décennies sans qu'il n'en sorte aucune avancée majeure pour notre pays. Au contraire, ça s'enfonce chaque jour que Dieu fait. Vous avez raison, j'ai envie de la position de l'URD, c'est un grand parti que je respecte. S'il vous plaît. Mais malheureusement, ils ont pris le mauvais chemin. Ils sont dans l'incapacité d'apporter une alternative à ce pays. Et la présence à vie, Robert, je le dis d'une façon claire,
que si le peuple le souhaite, pourquoi pas. Nous sommes partisans de tous ceux qui pensent que le peuple est souverain. Et si le peuple décide que quelqu'un soit un président à vie, je ne vois aucune objection là-dessus. D'accord, merci monsieur Bokoum. Mesdames, messieurs, vous suiviez l'émission politique, le débat, et notre thème ce soir était une démocratie de toutes les contradictions. Pour quelle gouvernance? Avec monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Ibrahim Ikassa Maïga, secrétaire adjoint chargé de la justice et des institutions de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Notre troisième invité était M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Et notre quatrième invité était M. Baba Nadjo, secrétaire à l'organisation adjoint de la section commune 5 de l'ADEMA, Alliance pour la démocratie au Mali. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, quant à moi, je vous demanderai tout simplement de réfléchir encore sur notre démocratie et surtout dans ses plus grandes contradictions. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission de Politique les débats. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail. Au revoir.